Nous avons vu la dernière fois que la brisure de symétrie, le mécanisme de Higgs, nous force à définir des champs de jauge différents, des champs de jauge qui sont des combinaisons linéaires de ceux qu'on avait avant et qui sont en quelque sorte les modes propres d'oscillation dans la partie quadratique du Lagrangien, donc qui représentent de véritables particules physiques. Ces champs sont des combinaisons linéaires A1 plus moins IA2 pour W, ainsi que son conjugué complexe, W étoile, et les champs Z et A qui sont ici. Le champ A représente le champ électromagnétique, en fait. Donc ces champs sont associés à des particules, le photon, la particule Z, et la particule W, plus et W-, puisque c'est un champ complexe, donc il y a une particule et son antiparticule. Les champs de jauge originaux, donc les A1, A2, A3, avaient des interactions quartiques et cubiques, parce que la théorie SU2 étant non linéaire, il y avait entre ces champs une interaction de degré supérieur qu'on peut voir ici dans cette partie du Lagrangien. Il y a des termes comme ceux-ci, qui sont quartiques, et il y a des termes cubiques, les produits de ça avec ça, ou les produits de ça avec ça. Donc ces termes non linéaires vont bien sûr pouvoir s'exprimer ou devront être exprimés en fonction des nouveaux champs W, Z et A. Et donc quand on fait ce travail, et je ne le ferai pas en détail, je vais simplement ici donner le résultat, on obtient la partie non linéaire du Lagrangien, qui ici compte des termes quartiques. Donc parmi les termes quartiques, il y a des termes quartiques en W, quadratique en A, quadratique en W, comme ici, quadratique en Z, quadratique en W, comme ça, et des termes ici qui sont linéaires en A, linéaires en Z, quadratique en W, et enfin des termes qui impliquent les dérivés, dérivés de W avec A et W, dérivés de A avec W au carré, dérivé de W avec Z et W, et dérivé de Z avec W au carré. Bon, donc ça fait toute une série de termes d'interaction entre les champs de jauge qui peuvent être représentés, bien sûr, par des vertex en termes de diagramme de Feynman. Ces vertex sont les suivants, grosso modo. Une interaction entre les W doit conserver la charge électrique du W. Et cette charge électrique fait que cette conservation fait qu'il y a deux flèches qui rentrent et deux flèches qui sortent. Il y a interaction entre deux photons et deux W, comme ceci, et un photon et deux W, comme ceci. Donc, dans ces diagrammes, on constate donc que la particule W se comporte véritablement comme une particule chargée, comme en électrodynamique quantique, c'est-à-dire qu'elle peut émettre un photon ou deux photons, parce que c'est un boson. Donc dans l'électrodynamique scalaire, quand un boson interagit avec les photons, il y a deux types de diagrammes. Un diagramme comme celui-ci, qui serait un diagramme à l'ordre G, et il y a un diagramme qui, donc c'est un terme cubique, donc il vient de ces termes ici, n'est-ce pas, comme par exemple ça ici, linéaire en G, et il y aurait des termes comme celui-ci qui proviennent bien sûr de cette ligne ici, et qui sont quadratiques en G, donc à un ordre supérieur. De même, les termes avec deux Z qui apparaissent ici sont quadratiques en G, et les termes linéaires en Z seraient donc linéaire en G, celui-ci serait quadratique en G, c'est le dernier terme, ça représente cette ligne ici. Donc il y a des interactions entre ces particules, clairement. Autre question en rapport avec la masse de ces champs de jauge. En fait, on a vu que les photons n'ayant pas de masse ont aussi une polarisation de moins, c'est-à-dire même si le photon est une particule de spin 1, il ne comporte que deux polarisations, deux états d'hélicité, dirait-on, puisqu'une particule sans masse, se déplaçant toujours à la vitesse de la lumière, n'a pas de référentiel propre, et ces états de moment cinétique sont en fait des états d'hélicité, négative ou positive, et en ce qui concerne les photons, ça revient à dire des polarisations circulaires droite ou gauche. Si une particule de spin 1, donc représentée par un vecteur, comme maintenant le sont le W et le Z, a une masse, bien cette particule possède un référentiel propre, donc il y a toujours un référentiel où la particule est au repos, et cette particule de spin 1 possède donc trois états de spin, donc plus 1, moins 1 et 0.
des projections de spin sur un axe donné. Alors, il y a, semble-t-il, une liberté supplémentaire, un degré de liberté supplémentaire, c'est-à-dire, donc on avait 2 polarisations de spin pour une particule sans masse, on en a 3 pour une particule massive. D'où vient-elle? Est-ce que c'est par magie que ce degré de liberté supplémentaire est apparu? Non, pas vraiment. Il s'agit en fait de degrés de liberté qui ont été confisqués au champ de Higgs. Le champ de Higgs comporte grosso modo 4 degrés de liberté, 4 bosons, parce qu'il y a là-dedans 4 champs scalaires. Mais à la fin, lorsqu'on le gèle par cette brisure spontanée de symétrie, eh bien, les degrés de liberté ne sont pas disparus pour autant. Il y a des fluctuations qui font dévier le champ de Higgs par rapport à sa valeur constante, et ces fluctuations vont faire dorénavant partie des champs W et Z, et vont contribuer à leur polarisation nulle, en quelque sorte, c'est leur état de spin zéro, leur projection zéro. Il nous reste à traiter maintenant de l'interaction entre les différents champs de jauge et les particules matérielles. Donc cette interaction peut s'écrire sous la forme d'un couplage entre des courants et les champs de jauge eux-mêmes. Alors j'ai écrit ici des produits scalaires de quadrivecteurs, c'est-à-dire que je n'ai pas écrit la somme sur les indices d'espace-temps. Les fameux courants qui sont ici sont définis de la manière suivante. Donc tout ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher l'interaction entre les courants et les champs de jauge qu'on voit ici, donc ces termes-là. Ça ici, ok, avec ça, ok. Et j'extrais A, il me reste un courant qui serait composé de cette partie et du générateur et de ça. Et même chose pour les quarks. Donc, quand on écrit ça de manière plus ordonnée, on obtient les courants associés à SU2. Il y en a 3, c'est-à-dire 3 valeurs de A égale 1, 2 et 3. Et notez que dans ces courants, ils ne sont pas exactement comme le courant électromagnétique, il y a des générateurs ici qui sont parfois hors diagonale, n'est-ce pas? Donc, qui vont dans le courant échanger, c'est-à-dire mélanger les différentes composantes des doublets. J'ai aussi le courant d'hypercharge faible, qui est simplement une somme sur les différents fermions. C'est pour ça que j'ai écrit F alpha. F alpha veut dire les différents fermions qui existent, avec la charge 1/2 fois l'hypercharge de chacun de ces fermions. Donc, et il y a bien sûr les constantes de couplage G et G' qui interviennent de cette manière. Comme en électromagnétisme, on a un moins E fois le courant fois A. Bon, c'est la même chose ici. C'est une façon d'écrire. Ces courants sont couplés aux anciens champs de jauge et on aimerait définir des courants différents de ceux-ci qui sont couplés aux nouvelles particules, c'est-à-dire au W, au Z et au A. Pour ce faire, donc, on aimerait définir des courants que je vais appeler ici J étoile, donc J conjugué, J électromagnétique et J0, qui sont couplés respectivement au champ W, à son conjugué complexe, au champ électromagnétique et au Z. Donc, notre tâche dans les prochaines minutes, c'est de trouver une expression pour J, pour JEM et pour J0. Et à partir de ces expressions, on pourra, par exemple, écrire des vertex de diagramme de Feynman qui nous montrent quelle particule interagit avec quel champ de jauge et quel vertex existe finalement dans la théorie des perturbations. Commençons par les courants qu'on appelle chargés, c'est-à-dire le J et le J étoile. Pourquoi est-ce qu'on les appelle courants chargés? Parce qu'ils interagissent avec des particules chargées, donc les W. Donc, écrivons donc la partie du Lagrangien qui fait intervenir ces courants de la manière suivante. Alors, je vais commencer par strictement réécrire ça ici, mais uniquement pour les composantes A égale 1 et A égale 2. Donc, je les mets ensemble. Donc, j'aurai J1A1 plus J2A2. Et noter que dans ces courants J et J étoile, donc les courants chargés, comme étant les combinaisons qui sont et je vais définir ces courants J et J étoile, donc les courants chargés, comme étant les combinaisons qui sont ici. J1 plus IJ2, J1 moins IJ2. Ou si j'inverse cette relation, je peux exprimer J1 et J2 en fonction de J et de J étoile. Donc c'est ce que je fais ici. J'exprime J1 en fonction de comme J plus J étoile divisé par 2, qui multiplie à 1 avec moins G.
Et j'aurai J2 qui est moins I sur 2 fois moins G, donc ça me donne plus I sur 2 fois G, J moins J étoile fois A2. Ensuite, je regroupe les termes en J et en J étoile séparément, donc je réécris un petit peu différemment. J'ai ça ici. Et enfin, j'exprime ça en fonction de W, c'est-à-dire A1 moins I A2 divisé par racine de 2 donne W. C'est-à-dire, oui, exactement, donc c'est ce qu'on avait ici. Je fais un petit retour en arrière. Voilà, j'avais mis un signe moins ici. Ce n'est pas innocent, j'ai une convention ici, j'aurais pu mettre un plus, j'ai mis un moins, tout simplement parce que je voulais obtenir ici la bonne multiplication entre J et W. Et donc, de ce fait, j'ai une expression pour J et J étoile. Et j'ai aussi une espèce de constante de couplage qui maintenant est comme celle-ci, exactement. Donc, conclusion, cette définition que j'ai donnée est la bonne. Et si on regarde le détail de ce que ça vaut, donc le courant J vaudrait ceci. Donc c'est J1 plus I J2. Alors normalement ce serait couplé à 1/2 sigma 1 et à 1/2 sigma 2 fois I. Donc je pourrais exprimer tout ça en fonction de cette matrice sigma plus qui a cette forme assez particulière. Donc j'aurais, en prenant ces combinaisons, le lepton gauche conjugué et le lepton gauche non conjugué et sigma plus. Même chose pour les quarks. Évidemment, il n'y a que les composantes gauches qui se couplent, qui appartiennent à ce courant, contribuent à ce courant, pardon. Et donc, étant donné la forme de cette matrice, ce qui va contribuer ici, ça va être la deuxième composante du doublet, et dans le cas du spineur conjugué, la première. Donc j'aurai un antineutrino gauche avec un électron gauche. Et de l'autre côté, j'aurai le U bar, donc le U conjugué avec le D. Okay, à cause de cette forme de matrice. Si je prends le conjugué complexe, j'aurai simplement cette expression ici. Donc j'aurai échanger les particules conjuguées et non conjuguées. D'accord. À quoi correspondent ces couplages dans un vertex qui appartient à un diagramme de Feynman? On le voit ici. Donc, dans cette expression, on a ce qui correspond en termes de vertex à un W qui rentre dans un vertex avec un électron et un neutrino qui sort. Et ça correspond à ce vertex ici. W qui rentre, électron qui rentre, neutrino qui sort. Le sens des flèches suit la conservation de la charge électrique. Le W est une particule positive, l'électron une particule négative par convention, leur antiparticule étant négative. Et donc on a la conservation de la charge au vertex. De même, le deuxième terme ici correspond à ce vertex où un W rentre, un D rentre dans le vertex et un U en sort. Et le conjugué hermitien, tout ça correspondrait à l'inverse, c'est-à-dire quand le W sort du vertex et que les autres particules rentrent. Donc ce serait par exemple le W qui sort, l'électron qui sort, le neutrino qui rentre, ou ici le W qui sort, le U qui rentre, le D qui sort. Donc ce sont des vertex possibles qui décrivent l'interaction entre les particules gauches, ici ce sont tous des fermions gauches, avec le W. Donc on peut par exemple, voir comment cette interaction fonctionne. On peut diffuser, par exemple, un quark U sur un électron par un échange de W. Les autres courants, donc, il y a le courant neutre, et qui, comme on le voit, alors on va faire un petit retour ici, le fameux courant neutre se couple à la particule Z, et Z est défini, comme on l'a vu avant, comme ceci. Donc il faudrait utiliser cette combinaison. Cette combinaison, on peut donc la retrouver ici. Donc je vais prendre exactement la même combinaison. Alors je me souviens cependant, donc j'aurai ici G, J3, A3, moins G', JYB. Donc je vais combiner ces deux trucs-là avec ces combinaisons-là. Donc je substitue tout simplement. Et j'obtiens
Donc, des termes qui sont linéaires en Z, d'autres qui sont linéaires en A. Si je les regroupe, j'ai les termes en A sont ici, et les termes en Z ici. Les termes en A devraient constituer ce qu'on appelle le courant électromagnétique, n'est-ce pas? C'est ce qui est couplé au photon. Et j'ai cette combinaison G sin θ fois J3 et J' cos θ JY. Souvenez-vous que θ, c'est l'angle faible. C'est cet angle dont la tangente, ici, est le rapport entre G' et G. Donc on pourrait exprimer G' comme G fois tangente de θ. Donc si j'exprime G' comme G tangente θ, je remplace G' cosinus par G sinus. Donc j'ai ce terme en commun. La totale ici, bien sûr, c'est que cette somme J3 plus JY va se coupler à A avec une constante de couplage qui est donnée par ça ici. Donc, on identifie le courant électromagnétique à la somme des deux, ça ici, et ça correspond à ce qu'on a dit au début. Là. Vous vous souvenez, on a cette combinaison de T3 et de Y sur 2, parce que JY, c'est au fond le courant de Y sur 2, et c'est ce qu'on avait affirmé au début, si vous me permettez de reculer un peu. C'est ce qu'on avait affirmé un peu au début, au sujet de la charge électrique, qui est la combinaison d'Y sur 2 avec T3. D'accord? Donc ça ressort de l'analyse, c'est justifié par l'analyse qu'on vient de faire. Cette combinaison mène aussi à une constante de couplage nouvelle qu'on va appeler E, qui est la charge élémentaire, ou la constante de structure fine en racine carrée, si vous préférez, qui est ici. Donc, au fond, la constante de structure fine, c'est E carré sur 4pi. Et donc, ce E carré sur 4pi serait G carré sinus carré θ W divisé par 4pi. Comme sinus n'est pas très grand, enfin, sinus carré de l'ordre de 0,2, la constante de couplage électromagnétique est donc plus petite que la constante G, ici. Donc, on se retrouve avec une interaction électromagnétique qui est plus faible que celle qu'on avait au départ, avec la constante de couplage G. D'un autre côté, ce qui se couple au Z à cette forme, alors ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais mettre en évidence, donc je vais aussi remplacer G' par G fois tangente, ce qui me donne cette fois une simplification moins impressionnante. Donc j'aurai ici G' qui devient G tangente, donc le G tangente me donnerait un sinus carré divisé par cosinus, je mets 1 sur cosinus en évidence, ça me donne un cosinus carré ici, moins un sinus carré, avec J3 et JY, je vais donc définir plutôt le fameux courant neutre comme étant cette combinaison ici, en fait c'est une expression que je pourrais simplement tirer de ça, donc je prends ça, je ramène ça ici. J'ai mis J3, j'ai remplacé cosinus θ au carré par 1 moins sinus carré θ, donc j'ai un 1 moins sinus carré θ fois J3 et qui se combine avec le JY. Là, c'est ce que je définis par J0 et je pourrais l'écrire comme, parce que ça c'est le courant électromagnétique, donc je pourrais l'écrire comme ça si je voulais, mais le courant neutre, donc lui est affublé d'une constante de couplage qui elle est plus importante que G, plus grande que G, parce que c'est G divisé par cosinus, donc c'est une interaction plus forte. Et ça couple le Z à la matière qui constitue le fameux courant neutre. Donc, quelle est l'expression détaillée de ce courant neutre? Eh bien, voyons voir. La troisième composante, donc J3, qu'est-ce que c'est? J3, c'est toutes les parties supérieures des doublets qui ont un signe plus et les parties inférieures qui ont un signe moins, avec un 1,5, parce que c'est sigma 3 qui intervient. Donc j'ai les neutrinos, électrons, quark U, quark D, avec des signes différents. JY, ben là, ça dépend, tous les fermions contribuent, il y a des hypercharges faibles différentes, donc pour les doublets c'est la même, donc toujours moins 1 ici, plus un tiers pour ça, et le reste selon l'hypercharge qu'on avait identifié. Donc, si je fais la somme dans JEM de J3 et de JY, eh bien, j'obtiens pour les électrons, donc, par exemple, j'aurais ça ici, qui interviendrait, et j'aurais le J, la partie
ici et une partie ici, qui ont le même signe. Pour les neutrinos, mais ils disparaissent, parce que donc ça s'annule d'un terme à l'autre. Bon. Et donc pour les électrons, j'aurai un moins, comme ça, et pour, là j'écris ça indistinctement en gauche ou droite, et je vais justifier pourquoi. Pour les quarks, j'aurai encore une fois ici UL, j'ai un 1 tiers, ok, et j'ai une demi, donc ça fait au total 2 tiers, comme ça. Et j'ai aussi un 2 tiers pour la partie droite. Et pour la partie, pour le D, j'ai moins une demi, j'ai plus un sixième, donc c'est moins 1 tiers. Et j'ai moins 1 tiers aussi ici pour la partie droite. Donc, je pourrais écrire, étant donné cette identité que je vais démontrer dans un instant, c'est-à-dire que la somme des contributions gauche et droite à ce vecteur donne essentiellement ceci, qui est le fermion aggloméré, le fermion Dirac qui contient à la fois la partie gauche et droite, n'est-ce pas? La particule complète. Étant donné ça, je peux écrire le courant électromagnétique comme ceci. Ce qui me donne bien sûr la charge de l'électron, moins 1, celle du quark U, 2 tiers, celle du quark D, moins 1 tiers. Quant à cette identité, on peut la démontrer de la manière suivante. Donc si je me concentre sur ce terme, donc par définition, je rappelle ces expressions pour les parties droite et gauche des spineurs et des spineurs conjugués. Il y a une différence entre le spineur et le conjugué. Il y a un plus ici, il y a un moins ici. Donc, quand j'écris cette expression-là, j'aurai donc ici un 1 plus gamma 5, parce que c'est la partie gauche, et ça ici, gamma mu et 1 moins gamma 5 à cause de ça. Gamma mu et gamma 5 anticommutent, ce qui fait que je pourrais prendre cette expression et au complet la mettre de l'autre côté. Et donc en faisant cela, je transformerai mon plus gamma 5 en moins gamma 5 et j'aurai donc 2 fois la même chose ici. Mais cet opérateur est un projecteur. Ça projette sur une des deux polarisations et un projecteur a un carré qui est égal à lui-même. N'importe quel opérateur de projection P, quand je le mets au carré, va être égal à P. Donc le carré de ce truc-là, c'est simplement ça, ici. Donc, ça revient à écrire ceci. Et ça, c'est pour la partie gauche. Pour la partie droite, je fais le même calcul, mais le signe change. Au lieu d'être 1 moins gamma 5, c'est 1 plus gamma 5. Et donc, quand je combine ces deux trucs-là, que je les additionne ensemble, les gamma 5 s'en vont. Les 1,5 donnent un 1, et voilà, j'obtiens ceci. Donc, le courant électromagnétique a bien la forme à laquelle on s'attend. Quelle serait maintenant la relation, et pour terminer cette section, la relation avec la théorie V-A, la théorie qu'on avait avant le modèle standard pour l'interaction faible. Théorie qui, comme on l'a vu, était valable peut-être à faible énergie, mais n'était pas soutenable à énergie élevée. Eh bien, considérons ce diagramme, par exemple. Un diagramme qui s'obtient par un échange de W entre des quarks et des leptons. Dans la limite des faibles énergies, donc le transfert de quantité de mouvement entre U et D va être petit nécessairement. Et donc, si j'écris le propagateur de W, comme dans les règles de Feynman, c'est un boson, donc le propagateur a cette forme, 1 sur Q carré moins M carré, où Q est la quadri-impulsion qui est portée par le boson, eh bien, Q carré va être petit par rapport à M carré, donc négligeable en fait. Donc je vais uniquement conserver le 1 sur moins M carré. Et donc, je pourrais écrire ce diagramme comme si, au fond, la particule virtuelle ne se propageait pas, mais était remplacée par une constante, moins 1 sur M carré. Et donc, j'aurais une espèce de Lagrangien effectif venant de ce diagramme, dans lequel j'aurais le couplage entre, donc revenons ici à ce couplage, j'ai dû l'écrire quelque part certainement, oui, ici. Donc j'ai J mu oméga mu, j'ai un facteur G sur radical 2 à chaque vertex.
Donc quand je multiplie ces deux facteurs, parce que j'ai deux vertex ici, j'aurai G divisé par 2 au carré. Donc G carré divisé par 2, donc j'aurai un G carré divisé par 2, j'aurai un moins 1 sur oméga carré, qui viendrait de ça ici. Et sinon, j'aurai simplement le produit des courants. Le produit des courants, si on regarde la façon dont les courants sont disposés, les courants chargés en particulier, ils ont cette forme. Okay? Quand je fais le produit de ça avec lui-même, j'obtiens bel et bien les termes qui apparaissent dans la théorie V-A. Donc j'aurai un terme comme ceci, fois lui, donc un terme comme ceci, fois ça par exemple, qui apparaîtrait dans les termes croisés. Et j'aurai aussi ça avec lui-même et ça avec lui-même, bien sûr, donc c'est des choses qui sont aussi possibles. Et donc j'aurai plus de termes que dans la théorie V-A, mais j'aurai au moins ceux qui apparaissaient dans la théorie V-A. Ils apparaîtraient donc avec une constante de couplage qui est donnée par ça ici. Okay. De la même manière, pour les courants neutres, j'aurai quelque chose du même genre avec les courants neutres ici, J0 au lieu de J, et j'aurai à la place la masse du Z qui interviendrait, et dans les courants neutres, comme on l'a ici, on a cette constante de couplage apparaîtrait au carré, donc j'aurai G carré sur cosinus carré qui interviendrait ici. Et donc, on pourrait tirer de là une expression pour la constante de Fermi qui devrait être égale à ça ici. Donc, pratiquement, donc, évidemment, G Fermi était défini avec un facteur 2 radical 2, c'est un petit peu différent, mais si on fait la correspondance entre ceci et la théorie de Fermi, ou la théorie V-A avec la constante GF, on obtient cette expression pour GF. GF donc va comme G carré divisé par la masse du W au carré. Donc c'est pour ça que GF a les unités d'une masse inverse au carré ou d'une énergie inverse au carré, c'est normal. Et si on calcule ce que ça vaut en fonction de la masse, on obtient cette valeur ici. Alors cette valeur, comment se compare-t-elle avec ce qu'on mesure dans la théorie de Fermi? Je vais devoir retourner vraiment loin en arrière, pardonnez-moi, pour aller chercher cette constante. J'aurais dû la recopier. La voilà. D'accord? Donc je vais la copier maintenant. Et je vais retourner. Voilà. C'est pas tout à fait la même chose. Une petite différence qui n'est pas énorme et qui s'explique par le fait que ce diagramme, bien sûr, est un diagramme au deuxième ordre de la théorie des perturbations. Il y aurait des corrections aux ordres supérieurs qui expliquent la différence entre cette constante mesurée et cette constante, disons, plus théorique. Mais somme toute, la relation est assez claire. Et on comprend pourquoi ça donne ceci aux faibles énergies, mais qu'aux énergies plus élevées, ça n'a plus de sens, parce qu'à ce moment-là, on ne peut plus négliger ce facteur. Et en allant à des énergies encore plus élevées, on perdrait donc à des énergies très élevées, Q deviendrait très grand, et au fond, cette amplitude de diffusion diminuerait maintenant. Au lieu d'augmenter en fonction de l'énergie, comme on l'a vu dans la théorie V-A, elle finirait par diminuer en fonction de l'énergie à cause du facteur qui est ici. Voilà, merci. La prochaine étape, c'est la génération des masses pour les